il nous semble que ça prend d'articuler des milieux urbains et ruraux pour pouvoir penser l'autonomie. Et donc, penser ça à l'échelle de la région, c'est a priori beaucoup plus viable. Donc ça, c'est un peu le cadre général de qu'est-ce que c'est que Fab City, puis qu'est-ce que c'est les grandes lignes. On se disait que c'était intéressant de revenir un peu sur comment on s'y est pris pour arriver là. C'est quoi la démarche qu'on a eue, donc les fondements du projet. Euh, Ça fait 1 an réellement qu'on a commencé le projet, mais en fait, si on remonte un peu dans le temps, ça a vraiment commencé en 2016 avec l'arrivée du premier Fab Lab au Bas-Saint-Laurent, puis un des premiers au Québec, au Cégep de Rivière-du-Loup. Un Fab Lab, c'est un atelier de fabrication numérique qui se veut collaboratif et partagé pour faire en sorte de mettre à disposition des machines de production aux gens. Puis c'est un peu un des fondements du principe de Fab City, de dire qu'à travers les Fab Labs, ben, on peut se réapproprier une capacité de production, donc être capable de plus facilement produire local. Donc en 2016, on a le premier Fab Lab qui arrive. Puis en 2019, quelques années plus tard, il y a, de manière complètement déconnectée, des ateliers de la transition qu'on organise avec des collègues à l'UQAR, à l'Université du Québec à Rimouski, qui visent à faire rencontrer des citoyens, des chercheurs, puis des élus autour de la notion de transition, notamment énergétique. Puis au sortir de cet atelier, on se rend compte qu'il y a plein de choses qui se passent dans notre territoire. Il y a plein d'initiatives, il y a plein d'acteurs qui travaillent dans le sens de la transition, mais qui ne se connaissent pas forcément, qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler ensemble. Et surtout, les élus, les citoyens et les chercheurs vivent dans des mondes qui sont relativement séparés et qui ne se croisent pas beaucoup. Et donc, c'est à partir de là où on s'est dit qu'il faudrait qu'on trouve un moyen de favoriser une transition socio-écologique régionale qui rassemble tout ce monde-là. Et quand on croise ça avec le cégep du Rivière-du-Loup, qui avait déjà entendu parler du modèle de Fab City qui était en émergence, puis qui avait justement le Fab Lab, ben on s'est dit, la Fab Région, c'est un bon cadre pour justement trouver ce moyen de réunir tout le monde, tous les acteurs de la transition dans un cadre commun. Donc, on a passé 6 mois à aller présenter cette idée-là à plein de partenaires, au ministère de l'Agriculture, au Conseil régional de l'environnement, à la table régionale des élus municipaux, à tout le monde qu'on pensait pouvoir participer à ce projet-là. Et en fait, on a eu vraiment une super adhésion parce que le principe de l'autonomie régionale, il résonne assez bien pour tout le monde. Même si les élus l'entendent de manière assez différente des citoyens, bah, tout le monde s'accorde pour se dire on a cet objectif-là en commun. Donc, ça a été un bon moyen en fait pour réunir le monde, même si tout le monde n'était pas forcément d'accord sur qu'est-ce qu'on allait mettre derrière. Tout le monde était d'accord de travailler ensemble à cet objectif-là. Donc, on a réuni pas mal de partenaires, puis on a monté ensemble un dossier de financement pour un projet de recherche, mais un projet de recherche appliqué et partenarial qui implique vraiment nos partenaires, qui soit vraiment pas simplement de la recherche fondamentale, mais vraiment dans l'action aussi. Puis c'est comme ça qu'on a eu en fait nos premiers financements en avril 2020. On va revenir un petit peu sur le projet de financement juste après. Donc officiellement, on a commencé en avril 2020, on a monté un comité de pilotage en juin 2021 pour réussir à faire l'engagement officiel dans le réseau Fab City en octobre 2020, donc quelques mois après, mais parce qu'il y avait eu déjà quand même un gros travail de rencontrer les partenaires, d'expliquer le projet en amont. Puis en mars, il y a quelques mois de ça à peine, on a fait une grande rencontre régionale vraiment ouverte à toute la population, à tout le monde qui voulait venir participer pour expliquer un peu plus le projet, puis pour commencer à vraiment faire le travail de mobilisation sur le terrain. Puis là, on est rendu à peu près 1 an après notre début officiel en juin 2021. Je vous disais donc, projet de recherche, ce qui est particulier un peu dans notre approche, c'est qu'on a vraiment on veut faire un projet de territoire, donc qui est ce projet de viser l'autonomie en 2054, mais qui s'appuie d'abord sur un projet de recherche appliquée, qui est vraiment le moyen de démarrer le projet pour avoir les financements, puis pour poser les bases en fait. Et donc ce projet de recherche appliquée-là, il est financé par le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada, ce qu'on appelle le CRSH. Il est sur 3 ans, donc il a commencé en 2020, il va jusqu'en 2023. Puis il a 3 objectifs essentiels. Le premier, c'est de comprendre les enjeux de l'autonomie régionale en faisant un autoportrait. Le deuxième, c'est de penser et initier une structure de gouvernance inclusive, c'est-à-dire concrètement réunir autour de la table tous les acteurs qui peuvent participer au projet pour co-gérer le projet ensemble, pour le gérer ensemble. Puis la troisième dimension, c'est de valoriser les projets existants, puis de susciter la création de nouveaux projets. Donc, on veut vraiment se baser sur ce qui existe déjà dans notre région, valoriser les initiatives de transition pour après créer des nouvelles de ce qui manque. Puis donc, en gros, le projet de recherche appliquée est là pour mettre l'eau au moulin, démarrer la dynamique pour
engager les acteurs pour se lancer dans un projet de territoire plus large. Puis le projet de territoire, là, c'est vraiment tout le monde. C'est les différents projets qui existent, c'est les acteurs et les actrices qui sont mobilisés, c'est les initiatives à venir. Puis nous, on est là pour favoriser, en fait, la création d'une vision commune et la coordination entre le projet de recherche et le projet de territoire, faire en sorte qu'à la fin du projet de recherche, il y ait des acteurs qui soient engagés puis qui fassent continuer à vivre ce projet-là. Est-ce que tout est clair jusque-là? Est-ce que vous m'entendez toujours bien puis tout va bien? Je vois Lucille qui fait oui de la tête, je suis rassuré. Super, c'est beau. Donc, les premiers résultats, ça fait une année qu'on a commencé. On a des premiers résultats qui sont encore temporaires, c'est des étapes de travail. On est vraiment dans des approches très itératives et cycliques, fait qu'on est capable de remettre en cause tous nos résultats en permanence. Mais on a déjà quelques éléments qui ressortent. Le premier, c'est qu'on a atteint notre premier objectif qui était de s'engager officiellement dans le réseau. Donc, en octobre 2020, on est devenu le premier territoire canadien à s'engager dans le réseau FabCity. Pour info, l'engagement, on pourra en reparler tout à l'heure si ça vous intéresse, mais l'engagement se fait une fois par an lors du sommet annuel de FabCity où toutes les villes et régions se réunissent. Puis le prochain a lieu cet été à Montréal. Donc, c'est une belle occasion, si ça vous intéresse d'en savoir plus, de venir rencontrer le réseau. C'est ouvert à tout le monde. Il n'y a pas besoin d'être membre pour participer au FabCity Summit. Donc, vous êtes les bienvenus là-dedans. Donc ça, c'était un peu notre première réussite. On était content de réussir à arriver à faire cet engagement-là assez rapidement. Deuxième résultat, c'est on a réussi à créer un comité de pilotage pour le projet de recherche qui représente vraiment quand on parle de gouvernance multipartite, c'est des bien grands mots, mais très concrètement, ça ressemble à ça, c'est-à-dire on a créé un comité de pilotage dans lequel on s'est dit qu'il fallait qu'il y ait à la fois des élus, des citoyens, des organismes de la recherche et du développement et les organismes experts en lien avec les différents secteurs qu'on vise. Puis on s'est dit, il faut que ça se soit à égalité, donc on a créé en gros comme 4 sièges. Il y a 4 places pour des élus, 4 places pour des citoyens, de la recherche puis des experts, pour faire en sorte que chacun soit représenté. On ne peut pas être représentatif de la population, mais on veut donner une voix à chacune des catégories d'acteurs en tout cas. Donc, on a réussi à rassembler ces 16 personnes-là. C'est nous, en tant que Living Lab en innovation ouverte, en tant que chercheurs qui faisons la coordination du comité. Puis, la façon dont on a créé ce comité-là, c'est qu'en gros, il est là pour co-réaliser le projet de recherche avec nous. Il est là pour construire une vision collective de l'autonomie qui va être la base du futur projet de territoire. Puis, il est là pour orienter, influencer et initier le projet de territoire. Donc, c'est juste un petit groupe de 16 pour l'instant, mais qui est, comme je vous disais tout à l'heure, qui est juste là pour mettre l'eau au moulin. Le but, ça va être d'élargir puis de faire en sorte que de plus en plus de monde puisse participer. Pour garder une sorte d'objectivité puis de neutralité, on a fait en sorte que le projet ne porte pas le comité ne porte pas de projet. Le but du comité, c'est pas de porter des projets, c'est pas que chacun essaie de s'approprier le comité pour pousser le projet que lui, il a envie de faire avancer. Et l'objectif, c'est de dire, on crée un comité de pilotage qui n'est pas là pour prendre la place des acteurs existants, au contraire, qui est là pour favoriser une dynamique, pour valoriser ce qui existe déjà. Donc, on met vraiment les gens dans la posture du comité de dire, on est là pour aider à accompagner le territoire et pas pour faire les choses nous-mêmes ou faire à la place des autres. Puis, petit à petit, en formalisant ce comité, on a subdivisé des groupes de travail pour commencer à rentrer un peu plus dans l'opérationnel. En gros, on a 2 grands blocs qui correspondent à nos objectifs. D'un côté, on a le bloc sur l'autoportrait. On va revenir un peu plus dans le détail sur les différentes dimensions du portrait qui sont chacune un groupe de travail. Puis, on a le volet sur la gouvernance. On travaille à la fois sur la gouvernance interne du projet, c'est-à-dire comment on organise nos comités de pilotage, c'est quoi les règles de fonctionnement pour être le plus démocratique possible, c'est quoi la représentation des acteurs, comment on va élargir la gouvernance. Puis un groupe plus de recherche sur c'est quoi la gouvernance régionale aujourd'hui, comment elle fonctionne et comment est-ce que le projet peut s'intégrer dans la gouvernance telle qu'elle existe. Puis après, on a un groupe de travail sur la communication et un sur le réseau FabCity. Donc ça, c'était pour la partie gouvernance. Une autre chose sur laquelle on a travaillé cette année-là, c'est le cœur de notre projet, c'est l'autonomie. Il fallait qu'on travaille à définir c'est quoi l'autonomie. Puis, c'est pas si évident comme question parce que chacun y met des choses assez différentes, mais rapidement, ce qu'on est arrivé à voir, c'est que derrière autonomie, en fait, on peut mettre 5 grandes choses pour montrer que l'autonomie, c'est pas juste
être capable de produire localement. Ce n'est pas juste de l'autosuffisance, c'est vraiment beaucoup plus large que ça. L'autonomie, un des principes clés, c'est de te dire on ne veut pas se replier sur nous-mêmes, puis ce n'est pas l'autonomie pour un petit groupe de gens, c'est une autonomie qui doit être accessible pour tous et toutes. L'autonomie, pour la mettre en place, ça implique d'avoir un certain pouvoir d'action. Donc, ce n'est pas simplement économique, c'est aussi gagner du pouvoir d'action. Ça passe nécessairement par l'éducation et l'encapacitation des gens. On veut rendre les gens autonomes à faire leur propre autonomie, si vous voulez. Ça passe nécessairement par des produits sains et durables. On ne veut pas faire une autonomie qui va avoir un impact négatif sur l'environnement ou sur la santé, par exemple. Puis le dernier point, c'est la sobriété économique. On y reviendra peut-être un peu plus tout à l'heure, mais il apparaît de plus en plus clair que l'autonomie ne peut pas passer sur une croissance infinie. Ça va obliger d'une certaine manière à retrouver un peu plus de sobriété économique. C'est sur ce dernier point que nous, on insiste, on va commencer à travailler le plus, c'est-à-dire c'est par ce bout de la sobriété économique qu'on aborde les choses. Donc, on va parler d'autonomie productive qui vise d'abord le secteur économique, mais en faisant de toutes les autres dimensions des critères de réussite, c'est-à-dire on vise une autonomie productive, mais qui doit rester inclusive, qui doit donner du pouvoir, de l'éducation, puis qui a de la qualité. Ça, c'était un peu les grandes lignes des premières réflexions, des premiers travaux qu'on a fait cette année pour vous donner une idée de vers quoi on va. Ce fameux autoportrait, on a juste commencé, mais on commence à avoir quand même quelques données. Pour vous donner une idée de à quoi ça ressemble, il y a comme 3 gros blocs là-dedans. Le premier, c'est de produire vraiment des données très quantitatives pour essayer de voir c'est quoi notre niveau actuel d'autonomie. C'est-à-dire, on prend nos 3 filières, agriculture, énergie, manufacturier, puis on regarde dans chacune des filières qu'est-ce qu'on produit, qu'est-ce qu'on consomme, puis on fait le rapport entre les deux pour voir c'est quoi notre pourcentage d'autonomie par rapport à ça. Puis on a un outil qui a été construit par le réseau international qui s'appelle le Fab City Index qu'on veut utiliser pour faire ça. Là encore, on pourra en reparler si ça vous intéresse. Ça, c'est le premier bloc. Le deuxième bloc, ça va être de travailler sur les filières. Quand on va voir les filières stratégiques à partir des données, on va pouvoir voir comment est-ce que ces filières sont organisées dans le détail et voir quels sont les leviers sur lesquels on peut travailler. Et le troisième bloc, c'est celui des acteurs et des projets, donc faire le portrait de qui sont les acteurs qui existent déjà, quels sont les projets, les initiatives qui existent déjà, sur qui on va pouvoir s'appuyer pour aller plus loin. Puis, on va essayer d'intégrer toutes ces données-là qu'on va produire dans le projet pour répondre à 3 grandes questions. C'est en gros, on veut savoir quelles sont les causes de notre manque d'autonomie, pourquoi est-ce qu'on n'est pas plus autonome aujourd'hui, parce qu'on l'a déjà été beaucoup plus que ça dans le temps. C'est quoi les solutions qui sont éprouvées, qui existent déjà, sur lesquelles on pourrait s'appuyer plutôt que de devoir inventer des nouvelles choses? Il y a des choses qui existent puis sur lesquelles on veut s'appuyer. Et pourquoi est-ce que les solutions qu'on connaît qui existent déjà, elles ne sont pas plus généralisées? Le but, c'est de répondre à ces 3 questions pour pouvoir mettre en place un plan d'action après. On arrive presque au bout. J'espère que j'ai perdu personne en route pour l'instant. Donc là, je vous disais, on fait des portraits, on va produire beaucoup de données. Si je vous montrais mes premiers tableaux statistiques, vous allez voir que pour l'instant, c'est encore assez indigeste. Le but, ce n'est pas que ça reste dans les tiroirs d'un chercheur. Le but, ce n'est pas que ce soit accessible juste à quelques experts. Le but, c'est que ces données-là soient diffusées à toute la population, qu'elles puissent être utilisées par tout le monde. Donc, on travaille sur comment on va diffuser ces portraits-là. Puis notamment, on commence à travailler sur des fiches de synthèse à partir notamment des données qualitatives. Donc là, on a un premier exemple qui est vraiment la première version. C'est la première fois qu'on la montre en public. C'est vraiment pour vous donner une idée. Ce n'est pas final, mais on commence à travailler là-dessus. Puis sur le volet plus qualitatif des données des acteurs, on travaille sur mettre en place une cartographie qui va répertorier les acteurs, les initiatives du territoire, qui va être mise en ligne, puis qui va pouvoir être, si tout va bien, implémentée par les gens directement, c'est-à-dire les gens qui ont fait une action qui n'est pas encore dedans, ils vont pouvoir venir la rajouter sur la carte. Dernier bout, c'est communiquer et mobiliser. Ça fait partie des grosses choses sur lesquelles on a du travail à mettre. On a déjà créé un groupe Facebook. On a créé un formulaire en ligne pour les gens qui sont moins fans des réseaux sociaux puis qui veulent quand même recevoir de l'information. On peut s'inscrire sur un simple formulaire en ligne. On est en train de créer un site internet pour pouvoir centraliser un peu de l'information puis diffuser de l'information. Et le gros morceau sur lequel on travaille, c'est qu'à l'automne, on veut faire une tournée de tous les territoires du Bas-Saint-Laurent
toutes les MRC, les municipalités régionales de comté, pour aller vraiment rencontrer la population, faire des ateliers de co-création avec eux, créer une vision commune vraiment tous ensemble. Puis, à travers tout ça, le but, bah, c'est de dire la FAB région, notre autonomie régionale, ça ne va pas être notre petit groupe du comité de pilotage, ça ne va pas être juste un projet de recherche, ça va être tous les gens qui ont envie de faire des projets, qui ont envie de se partir des groupes locaux, bah, qu'ils le fassent, qu'ils nous le fassent savoir, puis nous, on va diffuser l'information, puis on va essayer de créer une espèce d'émulation comme ça dans la région. La tournée des MRC, bah, très concrètement, c'est ça, les 8 MRC. Le but, c'est d'informer, de mobiliser, de partager nos premiers résultats. Puis, on voudrait, comme chaque samedi, durant 2 mois, faire une rencontre dans chaque MRC pour toutes les personnes qui sont intéressées par le projet et vraiment essayer de rameuter le plus large possible pour vraiment rencontrer un maximum de gens dans la population.